Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus sur votre chaîne Santé SOS Docteur TV, dans votre émission qui discute de tout, qui aborde de toutes les thématiques sans tabou. Aujourd'hui, il s'agirait donc de discuter de la thématique liée à l'affection, comment démontrer de l'amour à son partenaire, parce que effectivement, ce sont des choses qu'il faut apprendre à vos enfants, à vos adolescents, à vos adolescentes, à vos jeunes, parce que lorsqu'ils sont avec leur petit chéri, avec leur petite chérie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, vaut mieux que vous les appreniez les bonnes manières à la maison, plutôt que de laisser la nature les éduquer. On va revenir discuter entre nous jeunes juste après cette vidéo à Maze de la TBF. Merci de m'avoir amené à Canal Olympia. C'était génial. Eh oui, et comme toi, tu l'es aussi. Oh mec, je crois que c'est mon premier baiser. Et est-ce que mon haleine est assez mentholée? Et mes lèvres sont-elles dans la bonne position? Excuse-moi une seconde. Vas-y, Greg. Pas du temps de parler, je pense que je suis sur le point d'avoir mon premier baiser. Et je ne sais pas si je suis prêt. Et je panique là. Comme d'habitude, les serpents ont la réponse. Tu sors juste ta langue et tu la remues dans tous les sens et... merci Greg, je dois appeler Sarah. C'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Allô? Pas de temps pour une petite conversation. Je pense que je suis sur le point d'avoir mon premier baiser. Et je ne sais pas si je suis prêt. Je panique. C'est bon Kevin, j'ai fait un peu de recherche moi-même, donc je pense que je peux aider. C'est tout à fait normal et correct d'être incertain. Super! C'est parce que je ne suis pas vraiment sûr de ce pourquoi je suis prêt. C'est tout à fait normal et correct d'être incertain. Il peut être utile de se poser d'abord quelques questions sur l'autre personne. Par exemple, est-ce que tu as confiance en elle et est-ce que tu te sens à l'aise avec elle? Et es-tu sûr que tu as son consentement et qu'elle veut t'embrasser en retour? Ensuite, réfléchissez à la raison pour laquelle tu veux faire quelque chose de physique avec elle. Est-ce pour te sentir plus proche de ta partenaire ou te sens-tu simplement obligé de t'intégrer ou de le rendre heureux? Il existe également de nombreuses façons de montrer son affection dans une relation. Il est bon de réfléchir au type d'affection avec lesquelles tu es à l'aise, ainsi qu'au lieu et au moment où tu veux les faire. Et pour toutes ces questions, il est très important d'en discuter. Avec ta partenaire? Pour t'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et si ce n'est pas le cas? Rappelle-toi qu'il n'est jamais acceptable de faire pression. Sur quelqu'un pour qu'il t'embrasse ou... Qu'il a un autre comportement. Cela aide beaucoup, mais je suis toujours un peu nerveux. C'est normal de se sentir un peu inquiet que ton premier baiser ne se passe pas comme prévu. Mais tout le monde est différent et personne n'est né avec un baiser parfait. Contrairement au film, dans la vie réelle, il se peut que vous vous cogniez le nez ou les dents. Mais si tu te sens à l'aise avec l'autre personne, vous en rirez probablement ensemble. Ça serait assez drôle. Montrer de l'affection peut être une grande expérience si vous êtes tous les deux prêts et sur la même longueur d'onde. Alors, prenez votre temps et communiquez souvent. Si tu n'es toujours pas sûr, il peut être utile de parler de ces choses à un ami, un frère ou une sœur plus âgée ou même aux parents ou une personne de confiance. Merci Sarah, mais je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Au fait, tu dois aller voir le film. C'est vraiment génial. Kevin, où es-tu allé? Hé Nora, j'étais juste caché dans ces buissons à penser à des trucs. Et j'ai une question. Est-ce que je peux te donner un baiser de bonne nuit? Oh, je pensais que tu ne demanderais jamais. Sur la web TV de l'application Info Ado Jeunes, disponible gratuitement sur Play Store. La TBEF pour une vie meilleure. Et oui, vous l'aurez compris au cours de cette petite vidéo qui était très intéressante à la fin, que lorsqu'il s'agit de cette petite chose, effectivement, on a l'impression que voilà, nos enfants, nos jeunes, nos adolescents se lancent très rapidement. Mais des fois, il y a de petites inquiétudes, il y a de petites questions qu'ils se posent et malheureusement, ils n'ont pas le courage de venir en discuter avec vous. Aujourd'hui, on brise tous les tabous et on aborde cette thématique avec Koutou. Bon, on l'appelle Emilienne, mais comme elle aime me compliquer la vie, elle-même se donne des noms très très compliqués. Moi, c'est Emilienne que je connais, Emilienne Languier Koutouka. C'est ça? C'est ça. Ouais, j'ai réussi. Jeune volontaire au niveau donc, du mouvement d'action des jeunes. Bonjour Koutouka. Bonjour Emilienne, comment tu vas? Bonjour Dorcas. Je vais bien, chez toi? Je vais super bien aussi. Super. Et donc on est également avec Monsieur Jean-Marie Attou, qui est donc le chargé du centre d'excellence des jeunes au niveau donc, de la TBF. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Dorcas. Comment ça va? On rend grâce. Maintenant là, c'est parti là. On porte étiquette d'ATBF, étiquette d'Amise. Non, comme on est dans une émission à Metz,
J'ai jugé bon de mettre Amaze en valeur. Ah, Fallait dire tu es amazing, c'est tout. ah en tout cas là, en tout cas, c'est Marie des gens, hein, il a même pas que toi. Donc, si sa femme t'attrape, tu vas comprendre pourquoi. Il est en sécurité, il est en Il sécurité. est en sécurité avec toi. Avec moi, il est en sécurité. D'accord. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, Emilie, en tant que jeune, est-ce qu'il t'est aussi arrivé de te poser des questions, comme on l'a vu dans notre toute petite vidéo, de savoir est-ce que peut-être je suis prête pour dire à quelqu'un que oui, je t'aime, pour dire à quelqu'un que oui, je peux t'embrasser, oui, je peux faire ci ou faire ça. Ça, c'est clair que il y a eu un moment, j'ai eu à me poser ces questions. Mais Jean-Marie, il ne faut pas me stresser. Il y a eu un moment où je me suis posé ces questions-là. Si je pouvais le faire aussi comme les autres le faisaient, parce que j'avais l'habitude de voir d'autres personnes le faire, se dire je suis prête peut-être pour un baiser, je suis prête pour une relation sexuelle, je suis prête aussi pour être en relation et tout. Mais moi, je me suis aussi demandé, est-ce que je suis vraiment prête? Vu mon tempérament, vu tout ce que je suis, est-ce que j'étais prête? Donc il y a un moment. Donc tu bosses les gens, les ça. Il y a un moment, je frappais les garçons, c'est un secret. D'accord. Donc il y a eu ce moment-là où je suis passée par là aussi. Frapper les garçons. Ouais. Non, maintenant je ne frappe plus. Non, mais là je ne frappe plus. Quand on m'a dit tu dois te marier un jour, j'ai dit non, je ne vais plus frapper. Ah? Ouais. D'accord. Jean-Marie, tu n'as pas peur? Non. Non, c'est pour cela, quand elle disait je suis en sécurité, je pensais, mais bon, maintenant comme elle frappait les garçons, je suis sûr que je suis en sécurité, vraiment. C'est vrai. Alors Jean-Marie, lorsque vous étiez jeune, est-ce que moi je ne vais pas dire que vous êtes maintenant un peu plus que jeune, mais comme vous étiez ado, voilà, on a qu'à dire ça. Okay. Est-ce que vous êtes arrivé aussi à poser des questions, des inquiétudes, des doutes pour savoir est-ce que je peux faire ci ou je peux faire ça, ou vous êtes levé un jour, vous êtes tombé dedans, bleu? Ok. Je pense que, comme la vidéo le montre ces différentes séquences, la thématique ici, c'est de parler de comment montrer de l'affection. Et l'affection, ça peut se montrer entre frères, entre soeurs, entre parents et enfants, avant de penser à une autre personne qui peut être une copine, une petite amie et autres là. C'est vrai que quand on est jeune, je suis toujours jeune, quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions par rapport à la chose. Comment est-ce que ça se fait? C'est vrai qu'il y a des feuilletons que les jeunes regardent souvent. Il y a de ces séries-là qui montrent ces scènes-là. Mais bon, on se dit, dans la vraie vie, comment s'y prendre, comment demander, comment en parler, comment discuter de cela. Il y a beaucoup de ces questions-là que les jeunes, en tout cas que nous jeunes, nous posons quand nous sommes dans la puberté surtout. C'est vrai. Alors, lorsque nous parlons de l'affection, à quoi on fait allusion? Quand on parle de l'affection, on fait allusion à ces petites choses-là qu'on peut faire pour plaire à son partenaire, à une personne, que ce soit, comme Jean-Marie l'a dit, ton ami, ton frère, des petites choses-là que tu peux faire pour impressionner, pour plaire, pour faire aimer la personne, pour que cette personne-là puisse trouver que oui, cette personne avec qui je suis, elle me met assez à l'aise. Je suis à l'aise avec cette personne, j'arrive à parler aisément, j'arrive à me libérer. Tout ça là, ce sont ces petites choses-là qui forment l'affection que nous donnons à nos proches comme à nos partenaires. D'accord, donc l'idée derrière, c'est de plaire à l'autre. L'impressionner. Voilà, l'impressionner, lui faire plaisir, voilà. D'accord. Lorsqu'on revient dans le cercle familial, Jean-Marie, comme tu l'as dit, l'affection, c'est pas seulement entre copains, copines. Pourquoi nos parents vont peut-être chercher à nous montrer des signes d'affection? Est-ce qu'ils veulent aussi nous plaire? Est-ce qu'ils veulent nous impressionner? Le parent peut montrer une sorte d'affection à son enfant, pas pour lui plaire, pas pour l'impressionner, mais pour faire de cet enfant-là une personne qui a toutes les capacités, les aptitudes nécessaires qu'il faut pour pouvoir devenir une bonne personne. Parce qu'il y a un adage qui dit, on ne donne que ce qu'on reçoit. Si un enfant, dans son enfance ou bien en vivant avec ses parents, a eu de l'affection, a eu des moments très affectifs avec ses parents, je pense que cet enfant-là, quand il deviendra grand, il sera plus ouvert par rapport à ses émotions, il sera plus ouvert par rapport à ses ressentis et autres là. C'est vrai on se dit en Afrique, ce n'est pas vraiment adapté, ce n'est pas vraiment commun.
Et les parents disent qu'ils n'en ont pas reçu, du coup, ils n'en donnent pas à leurs enfants et le cycle se perpétue. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que un enfant qui est valorisé, si par exemple l'enfant a une bonne note à l'école, il faut lui donner des paroles, des paroles valorisantes. Je pense qu'on va se blesser ici. Des paroles valorisantes, des paroles qui lui permettent de se sentir vraiment apprécié, des paroles qui lui permettent de se sentir, du fait que les parents reconnaissent les efforts qu'il fait. Donc, il faut essayer de mettre l'enfant dans de bonnes conditions pour qu'il puisse devenir un adulte responsable, un adulte avec des émotions saines. Voilà. C'est très, très, très important. Et on dit souvent, lorsqu'on voit des enfants qui sont peut-être tristes, un peu renfermés sur eux, on a tendance à directement penser qu'ils n'ont pas bénéficié de bonnes affections. Est-ce que c'est forcément lié? Oui, ça, c'est plus lié à la psychologie, mais bon, je vais essayer de répondre. Il y a certaines personnes qui, par manque d'affection, deviennent des personnes aigries quand ils vont grandir. Il y a des gens qui ne savent pas s'excuser, par exemple, puisqu'ils n'ont pas eu à avoir des scènes d'excuses quand ils étaient plus jeunes, ou bien plus enfants. Donc, quand on donne de ces expériences-là aux jeunes, c'est pour leur permettre d'apprendre de nous et de pouvoir refaire ça eux-mêmes quand ils seront dans la même situation. Donc l'essentiel, c'est que une fois qu'on donne l'affection aux jeunes, une fois qu'on donne de l'amour, de la tendresse aux jeunes, le jeune là est capable de pouvoir refaire la même chose envers ses pairs, envers une copine, un copain, envers qui que ce soit. Voilà. D'accord. Alors, lorsqu'on quitte même le cercle familial, parce qu'on sait que c'est les parents doivent peut-être nous transmettre cette éducation pour que nous aussi, en tant qu'enfants, lorsqu'on sera grand, on va le transmettre à nos enfants. Ou peut-être pour que dehors, on ne se laisse pas peut-être impressionner lorsqu'il y a telle personne qui me fera tel geste. Je sais déjà que je suis habituée à manger des burgers à la maison. C'est pas un burger qui fera que je vais courir derrière un inconnu ou une tierce personne. Mais au-delà de toute cette autre raison, pourquoi il est important pour deux jeunes, peut-être qui sont en couple, ou deux jeunes qui sont des amis, de montrer l'affection l'un pour l'autre? Je dirais pour deux jeunes qui sont en relation, il est très important de se montrer de l'affection parce que pourquoi nous sommes en relation si on ne se montre pas de l'affection? Sommes-nous en relation pour nous crier dessus tout le temps? Sommes-nous en relation pour seulement avoir des problèmes? Après tout, lorsque nous avons des manquements quelque part, en relation, cette affection-là nous permet d'oublier un peu nos problèmes d'ailleurs et d'avoir un esprit apaisé et tout. Donc, il est vraiment important dans une relation, relation amoureuse entre deux partenaires de vraiment se donner de l'affection. Ça permet de renforcer la relation et ça permet aussi à son partenaire de se sentir en confiance. C'est la confiance là que nous cherchons en étant en relation avec cette personne précisément, pas une autre. Donc, c'est vraiment très important. Très, très important. Alors, comment on peut montrer de l'affection à une autre personne? On peut montrer de l'affection de plusieurs manières. Comme on est avec les jeunes, on peut montrer de l'affection en faisant des étreintes, en donnant des paroles valorisantes. On peut se montrer de l'affection en se faisant des câlins, en se faisant des bisous. Des bisous, c'est bisous, non? Oui. Voilà. En se faisant... Des étreintements. Oui. On peut se faire des étreintes, on peut se dire des choses, on peut même échanger des messages. Pas des messages coquins forcément, mais on peut s'échanger des messages. Cela met l'autre en confiance, comme Emilienne le disait. Ça permet à l'autre de se sentir valorisé et de garder peut-être cette constance-là. Si tu es avec une personne qui se sent valorisée, elle fait plus d'efforts pour pouvoir garder le cap. Mais si la personne ne se sent pas vraiment valorisée, elle se dit que les efforts qu'elle fournit ne sont pas reconnus. Du coup, elle essaie de baisser la garde ou bien de ne pas fournir plus d'efforts. Voilà. Donc, on peut montrer de l'affection, surtout de la meilleure façon, en faisant... Peut-être il y a certaines personnes qui aiment les cadeaux. On peut leur faire des cadeaux. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les cadeaux. Moi, j'adore les cadeaux. Voilà. Donc, c'est ça. On peut faire plusieurs choses pour pouvoir montrer de l'affection à la personne avec qui on est, que ce soit une amie, un ami, un copain ou une copine. Super. Lorsqu'on revient dans le couple,
on a l'impression que montrer de l'affection revient le plus souvent à une catégorie de personnes. Et je pense que tout dernièrement, même on voit des posts qui circulent sur les réseaux sociaux que voilà, si tu ne fais pas le dépôt flouze à ta femme, quelqu'un d'autre va le faire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont réagi, surtout les féministes, qui ont dit vraiment que ce post était dénigrant. Et ils ont eu à riposter que c'est comme ça, une femme qui fait dépôt flouze. Sa place est garantie. On n'a pas de rival. Donc pourquoi on a souvent cette impression que voilà, peut-être c'est l'homme qui doit peut-être démontrer de l'affection à l'autre. On a l'impression que c'est lui qui vient draguer, c'est lui qui prouve qu'il aime. Si tu ne fais pas, notre pointeur va le faire. Pourquoi on accorde ce rôle-là aux messieurs, aux hommes dans les relations, qu'on prend beaucoup plus les relations entre copains et copines? Voilà, moi, je pense plutôt que en fait, les gens ont tendance à mal voir, en fait. Parce que la femme, si elle ne veut pas se faire draguer, tu ne pourras pas la draguer. De loin déjà, si elle doit dire non, c'est qu'elle dira non. Tout ce que tu feras, c'est à l'eau, quoi. Donc, il ne faut pas penser que c'est ce que tu es venu dire là qui a changé quelque chose. Entre-temps, la fille, elle crochait déjà sur toi depuis longtemps. Elle attendait que tu dises, tu ne lâches le mot magique pour qu'elle dise. Voilà, elle a créé les... Voilà, évidemment. Elle a créé les conditions. Donc, la femme, elle sait créer les conditions, même si c'est difficile de voir une femme aller directement droit au but à ce qu'elle veut. Mais elle crée quand même les conditions. Malheureusement, vu qu'elle crée les conditions là, et que c'est l'homme qui a l'habitude d'aller tout droit au but, on a la... tout gauche. Voilà. Donc, les gens ont tendance à penser que c'est l'homme qui fait toujours le premier pas. Mais en fait, non, c'est pas ça. La femme, elle a tout préparé en fait. Elle a tout calculé minutieusement pour que tu puisses arriver à ce moment-là. Elle t'a facilité la tâche. Faut même pas penser que comme ça, on m'a donné cette femme-là, c'est toi qui es venu à elle. Elle a voulu que tu viennes et tu es venu. C'est tout. Excuse-nous, excuse-nous beaucoup. Parce que la question, elle a pris ça même poste comme ça. En tout cas. Alors Jean-Marie, quel est votre avis sur la question? Pour qu'on pense toujours que c'est souvent les hommes qui sont attentionnés, qui font ci, qui font ça. Ok, c'est par rapport à notre culture, ce que moi je peux dire, c'est par rapport à notre culture. Dans la culture africaine, on se dit c'est l'homme le chef de la famille. Chef sans couronne. Étant chef de famille, toutes les prérogatives liées à la famille reviennent à l'homme. C'est-à-dire subvenir aux besoins de la famille, prendre soin de la famille, prendre en charge toutes les charges, si je peux le dire ainsi, de la famille. Donc, c'est ancré dans nos cultures et les jeunes filles, ou bien les filles que nous éduquons, ou bien que les parents éduquent, grandissent dans ce genre dans ce genre d'état de choses. Ce qui fait que quand je grandis dans ma famille, on dit que c'est papa qui prend en charge tout. Je n'ai jamais vu une femme prendre le rôle de papa, ou bien je n'ai jamais vu une femme prendre les rênes de la famille. Du coup, je grandis avec l'idée selon laquelle c'est l'homme qui doit tout faire, ou bien c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins. Par exemple, quand on prend la période des fêtes, on se dit, quand papa ne donne pas l'argent, il n'y a pas à manger à la maison, maman ne se stresse pas, maman ne fait pas de tenue aux enfants, etc., etc. Du coup, quand la jeune fille grandit avec ces idées-là, elle se dit que c'est le copain, le petit ami qui doit prendre en charge tous les besoins la concernant. C'est ce qui fait aussi que dans ces périodes-là, ou bien on a tendance à attribuer plus de charges à l'homme. Sinon, normalement, tout comme les juristes le disent, les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Très bien. Donc, les deux personnes ont les mêmes droits. Tout comme Kofi peut donner de l'argent à Abla. Abla aussi, si Abla a les moyens, elle peut donner de l'argent à Kofi pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est l'idée, c'est-à-dire c'est ce à quoi nous aspirons. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais bon, nous faisons les discussions à ce propos pour que les jeunes filles puissent changer de mentalité et aller dans ce sens-là. Et je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui essaient de changer de mentalité, de prendre soin de leurs hommes. Mais ça donne plutôt l'impression à l'homme que voilà, j'ai trouvé ma sugar daddy, c'est elle qui me gère, etc. Et tant que tu commences pas à dépenser l'argent, le monsieur, lui, n'a plus envie de le faire. Pour lui, c'est que genre, c'est ma banque qui est là, je profite, je mange beaucoup et puis je disparais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ces cas-là se présentent également. Mais ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser tout le monde. Pardon.
Si tu es avec une femme qui a la largesse de faire des dépenses te concernant, c'est un trésor puisque ce n'est pas commun. Donc, il faut en prendre soin au lieu de prendre cette femme-là pour une banque, pour un guichet automatique, etc. Donc, il faut en prendre soin. Il faut aussi essayer de prendre tes responsabilités. Ce n'est pas parce que tu es avec elle, elle a fait une dépense te concernant, qu'à chaque fois, tu dois porter tes dépenses vers elle. Donc, il faut également sensibiliser et les hommes et les femmes voilà, pour que cela puisse bien se faire. D'accord. Alors, Emilienne, la bosseuse des hommes, quel conseil tu donnes souvent à tes copines qui dépensent, peut-être comme elle a dit, qui ont vraiment cette largesse-là de dépenser sur leur regard, etc., pour montrer de l'affection? En fait, est-ce que je suis bonne conseillère sur ce sujet? C'est la question, parce que dire que tu vas conseiller une de tes copines par rapport au fait qu'elle dépense sur son homme, nous avons différentes manières de prouver notre affection. Peut-être pour elle, c'est en dépensant sur son homme qu'elle se dit montrer de l'affection à son homme. Je ne peux pas pour autant l'empêcher de le faire, mais tout ce que nous pouvons dire par rapport à ça, c'est que les dépenses, que ces dépenses-là soient raisonnables. Comme Jean-Marie l'a dit, beaucoup pensent qu'il y a des moments où certains hommes pensent que c'est vrai que c'est un défaut. Ces hommes-là qui pensent que quand une femme dépense sur son homme, c'est que forcément elle va prendre ça ailleurs pour dépenser sur lui. C'est ça qui fait que certaines femmes pouvaient faire plus que ce qu'elles ne font aujourd'hui, mais elles ne le font pas. Elles arrêtent parce qu'elles se disent qu'à un moment donné, il va se dire que je vais prendre de l'argent là où. Donc, dire que ces filles-là, les donner des conseils par rapport au fait qu'elles dépensent sur leurs hommes. Je dirais qu'il n'y a pas de conseils appropriés, mais c'est à elles de savoir par rapport à leurs sentiments. Si, par rapport à ma manière de vivre mon affection, c'est à travers les petits cadeaux que j'offre à mon conjoint, c'est bon, on y va, c'est ta manière de montrer de l'affection. S'il ne veut pas, tu trouveras une autre manière de lui montrer de l'affection, quoi. Mais on ne peut pas empêcher à une fille de montrer de l'affection à son partenaire en lui offrant des cadeaux. C'est ce qu'elle ressent en fait sur le coup. Et c'est ça qui est le plus important en fait. C'est ce qu'elle ressent qu'elle fait. Elle ne calcule pas, elle ne pense pas, elle le fait juste parce que oui, elle aime la personne et elle se laisse aller. Donc c'est très important de se laisser aller en relation. C'est très important également de se laisser aller en relation. Le gros mot d'Emilienne aujourd'hui, Jésus, ça quoi? En parlant, Jean-Marie, en parlant des différentes moyens quand même de se montrer de l'affection, d'être revenu beaucoup plus sur des paroles valorisantes. Cela témoigne à quel point il est très important de communiquer lorsque nous sommes dans un couple avec quelqu'un, ou même lorsque nous sommes en famille avec les enfants, comment il faut communiquer, présenter peut-être la situation telle qu'il est et profiter en même temps pour montrer de l'affection. Alors, comment on peut se servir de la communication comme un acte pour montrer de l'affection à son conjoint? Ok, merci beaucoup. La communication, quand on prend le cadre familial, par exemple, la communication aide beaucoup. Puisque il faut que les parents puissent être ouverts pour communiquer de tous les sujets possibles. Que ces sujets-là soient tabous, que ces sujets-là concernent la sexualité, que ces sujets-là concernent même la gestion des finances, puisqu'il y a certains parents qui confient de l'argent mensuellement à leur enfant, c'est-à-dire l'argent du mois à leur enfant pour qu'ils puissent se débrouiller avec. Ça leur permet également de prendre comment gérer ces ressources-là jusqu'à la fin du mois. Donc il faut que les parents puissent communiquer de diverses façons avec leurs enfants, que ce soit sur des sujets qui sont entre griffes tabous ou des sujets ouverts. Et qu'il y ait dans la famille ou bien dans le couple une façon de discuter, que ce soit des problèmes, que ce soit des querelles, que ce soit des incompréhensions, etc. Donc, la communication occupe une place très importante. C'est une base dans le couple, c'est une base dans toute relation d'ailleurs, que ce soit en amitié, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans un couple constitué, etc. Donc, la communication permet tout d'abord de valoriser l'autre en lui donnant des paroles valorisantes, comme je le disais. La communication permet également de montrer à l'autre son ressenti. Par exemple, comme Emilienne l'a dit, si quelqu'un me fait un cadeau, le ressenti que j'ai par rapport à ce cadeau-là, c'est à travers la communication que je pourrais exprimer cela à mon proche ou bien à mon conjoint. Donc la communication permet également de résoudre les conflits. C'est vraiment important.
c'est vrai qu'on le dit souvent, mais bon, quand il n'y a pas de communication, pour un petit conflit, ça risque peut-être de prendre des dimensions qu'on ne pourra pas mesurer. Donc la communication occupe une place vraiment très importante. Très important. Alors Emilienne, toi, quelle est la place que tu accordes à la communication? Peut-être en termes de moyens, peut-être pour prouver son affection à l'autre. Je pense que même lorsque la communication est primordiale, de telle sorte que même si on n'a pas les moyens financiers et il y a la communication, ça suffit largement pour faire beaucoup de choses. Parce que nous prenons par exemple des relations à distance par exemple. Seule la communication peut vous aider à vraiment vivre cette relation à distance. Parce que si vous ne communiquez pas, à un moment donné, vous allez vous ennuyer les uns, chacun de son côté. Et finalement, la relation va prendre un coup. Donc, la communication permet d'avoir cette stabilité-là dans une relation. Ça vous permet de ne pas vous perdre, au fait. À un moment donné, lorsqu'il y a des petits problèmes et tout, seule la communication peut vous aider à vraiment régler ces problèmes-là. Où vous discutez, vous savez, oui, tu as fait ça hier, tu as déposé la télécommande sur le lit hier, il fallait déposer ça sur la table à manger. C'est en discutant que vous pouvez le faire. Mais si vous ne communiquez pas, et que entre-temps, tu es fermé, la femme aussi est fermée, finalement, tout le monde est dans son coin. À la fin, vous n'avez aucune solution et la relation sera bloquée. Elle ne va plus avancer. Vous allez finir par rompre. Donc, elle est très, très importante, la communication, dans toutes choses, en tout cas. Mais est-ce que nous arrivons vraiment à pratiquer cette communication-là? Lorsqu'on retourne peut-être dans notre cercle familial, est-ce qu'on arrive vraiment à communiquer avec nos parents? Lorsqu'on vit même dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, est-ce que tu penses vraiment que cette communication elle est effective? Moi, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'actuellement, dans nos relations familiales, c'est un peu difficile, cette communication-là, où tu vas voir, c'est rare de trouver des familles s'asseoir ensemble, discuter, ou des familles s'asseoir à deux, peut-être rire, rigoler sur des choses. Chacun dans son coin, avec l'ère de la technologie, chacun sur ton téléphone. Il y a cette communication-là qui manque tellement. Mais je dirais que dans les relations amoureuses aujourd'hui, les jeunes essaient quand même, parce qu'à travers les réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça, là, les jeunes quand même, ils font l'effort. Mais n'empêche de dire qu'il y a toujours ces petits problèmes-là de communication. Quand tu vois un couple rompre, tu leur demandes c'est quoi le problème. Il a peut-être le monsieur ou la dame a un problème de communication et finalement ils ont rompu. Donc je dirais que quel que soit ce que nous faisons aujourd'hui, il y a toujours ce problème de manque de communication qui revient. Ça veut dire que les gens essaient certes de pallier à ce problème de communication, mais ils reviennent toujours. Il y a toujours ces manquements-là qui sont là, même si certains arrivent à le faire, mais combien? Ils ne sont pas nombreux à pouvoir le faire. Et ceux qui arrivent à réussir à le faire, c'est eux qui arrivent à durer dans leur mariage, dans leur relation et tout. Donc ça veut dire encore une fois que la communication, elle est très importante. D'accord. Alors Jean-Marie, selon vous, quel est donc le problème? Pourquoi on n'arrive réellement pas à communiquer? Que ce soit en famille, même dans le cercle professionnel, on peine à communiquer, à dire réellement, à tête posée le problème. S'il s'agit de crier, on est prêt à crier. On est prêt peut-être pour ceux qui sont rapidement sensibles à vite pleurer. Mais s'asseoir et discuter constitue vraiment le réel problème de l'être humain. Pourquoi? Oui, ce problème-là existe peut-être parce que on se dit que la personne avec qui je vais discuter ou bien envers qui je vais communiquer n'aura pas une écoute attentive par rapport à ce que je vais exprimer. C'est ça le problème. Puisque si je parle à quelqu'un et la personne ne comprend pas vraiment l'état ou bien la situation que je vais lui expliquer, ça va poser un souci. Donc le problème également avec l'avènement de la technologie, comme Emilienne l'a dit, quand on prend le couple par exemple, papa rentre, il est sur son téléphone, maman rentre, elle est sur son téléphone, les enfants sont laissés avec des tablettes et autres là. Donc chacun se cherche. C'est vrai que les gens sont ensemble, mais n'échangent pas vraiment par rapport à des sujets. Or, c'est quand vous êtes ensemble que vous devez discuter, que vous devez rigoler, que vous devez passer du bon temps. Les gens sont dans la même pièce, mais chacun est sur son téléphone. En dehors de ça, il y a les responsabilités professionnelles. Peut-être que papa n'est pas souvent là, maman n'est pas souvent là. Du coup, ça fait que la famille devient presque monoparentale. Du coup, communiquer avec les enfants, maman est déjà aigrie ou bien papa est déjà aigri, la communication ne va pas passer. Le problème avec les pères,
c'est souvent le fait d'être mécompris. Les jeunes ont peur d'être mécompris ou bien d'être compris de travers. Et pour rajouter un peu à ce que Mylène disait, on peut dire que la communication, le sujet de communication également, bien le sujet de discussion également, pose vraiment un souci par rapport aux jeunes. Si un jeune aborde une jeune fille, par exemple, le jeune qui aborde la jeune fille peut peut-être penser à un aspect de la chose et l'autre va penser à peut-être un autre aspect. Si le sujet de communication n'est pas identique chez les deux personnes, ça risque de poser aussi un souci d'incompréhension. Voilà. C'est très important. Et aussi, lorsqu'on parle de la communication, elle peut être positive. D'un autre côté également, elle peut être négative. On l'a vu quand même en Afrique, lorsque maman parle, lorsque les parents parlent, et qu'on veut te reprocher, ça sonne beaucoup plus à des malédictions. On va te dire que toi aussi, ton enfant va te faire, on devra te faire les choses là. C'est pas très très intéressant. Et cette communication, au lieu d'avoir un impact positif sur la relation vraiment parent-enfant, ça détruit plutôt cette relation, on est gris, on part avec des blessures internes, etc. Alors, comment arriver peut-être à exprimer ce que l'on ressent? Parce qu'il y a des fois, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des mésententes entre nous. Mais comment arriver donc à exprimer réellement ce qu'on ressent à notre partenaire, à notre conjoint, à notre parent ou à notre enfant, toujours dans cette optique de lui montrer de l'affection? Je peux te faire des reproches, mais en te montrant vraiment qu'au-delà de tout, je tiens à toi. Comment on peut arriver à mixer ces deux paramètres qui sont un peu différents? Je pense qu'il faut vraiment créer des paramètres où la communication sera fluide. Il est très important de mettre à l'aise son partenaire lorsque vous voulez communiquer et tout par rapport à un sujet. Même si c'est difficile de vous comprendre, pour amener la personne à comprendre, créer des paramètres qui vont lui permettre de se mettre à l'aise, de se libérer. Et en se libérant, elle pourra facilement comprendre ce que tu lui dis. Pourquoi pas, peut-être, vous avez eu une petite dispute entre couples le jeudi. Pourquoi pas, vous ne vous parlez pas pendant vendredi, samedi. Pourquoi pas le dimanche, organiser une sortie à la plage. Mais moi, je fais le premier pas. Voilà. Moi, je vais faire le premier pas. Tu peux faire le premier pas comme il peut faire le premier pas. Ça dépend, en fait. C'est ça le problème. Qui fera le premier pas? Voilà. Chacun dans son coin. Parfois, personne ne veut faire le premier pas, mais à un moment donné, les deux font le pas ensemble. Ah bon? Les deux font le pas ensemble. C'est-à-dire que c'est facile aujourd'hui, avec nos réseaux sociaux, peut-être mettre en statut, je vois qu'il y a la plage. Et puis le monsieur, il décrit en même temps. On peut y aller et puis vous partez à la plage. Emilienne, pourquoi pas? Ce cabinet va t'ouvrir. Je dois ouvrir un cabinet. Quand je vois qu'il y a la plage, tu vas devoir toi même à la plage. Tu vois, là. Donc, il faut faire ce sont des petites tactiques, au fait, qu'il faut faire. Et je pense qu'à un moment donné, il y a toujours forcément, il y a toujours un qui lâche prise à un moment donné dans une relation pour dire non, je vais essayer de voir ce que ça va donner. Donc, pourquoi pas une balade au bord de la mer pour se dire, bon, vous vous entendez bien, vous faites plein de photos. Après avoir fait ça, vous prenez un bon pot de noix de coco et après vous vous dites, mais tu sais que la dernière fois... C'est vous qui êtes à Cara, vous allez dans les Caraïbes quelque part. Voilà. Donc, tu lui dis, mais tu sais que la dernière fois, ce que tu as fait par rapport à ça, est-ce que tu sais que vraiment, j'ai été touchée par rapport à ça, ce point-là, vu dans les conditions dans lesquelles la personne, ton partenaire était ou bien est actuellement avec toi, et ce sont des conditions bien posées, tout. Voilà. Donc, cette personne-là, à un moment donné, elle ne va plus... La position qu'elle avait au départ, elle n'aura plus cette position-là. Elle va baisser la garde parce que tu as fait un pas, tu as fait l'effort et elle est prête à faire deux, au fait, ton partenaire. Donc, c'est très important de pouvoir faire ces petits gestes-là qui vont faire que, oui, à un moment donné, l'autre partenaire, vous allez pouvoir vous entendre que oui, on a fauté nous deux, s'excuser, pourquoi pas. Peut-être que du point de vue, moi, je voyais la chose, j'avais raison. Du point de vue que mon partenaire voyait la chose, il avait raison. Donc, on s'entend et on se dit, ok, c'est bon, on passe à autre chose. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Jean-Marie,
Il notait seulement pour aller appliquer. On dirait qu'il est surpris de me voir parler ici. Ah ouais, c'est plus sérieusement. Si tu es assise là-bas, on dirait maman qui dit ok, mes enfants, je vais vous conseiller. Elle est assise de poser. Vraiment. Parce que quand j'ai vu le thème, je me suis dit c'est un thème assez intéressant. Je suis ravie qu'il m'ait mis sur ce thème. Oh là là. Alors Jean-Marie, on revient encore sur la question de la communication. Elle est très très importante. Comment arriver quand même à montrer de l'affection à l'autre, même lorsque nous sommes en rogne envers cette personne? Pour pouvoir montrer de l'affection à quelqu'un avec qui nous ne nous entendons pas, c'est possible de faire attention au ton de la voix. Yeah. Si par exemple je veux reprocher à quelqu'un le fait qu'il ait mal fait quelque chose, le ton de la voix que j'utilise montre à cette personne-là que vraiment tu as fauté, mais malgré la faute, je tiens à toi. Et également, créer une sorte d'ambiance. Si par exemple, la personne est énervée sur le coup et tu es en train de lui reprocher ce qu'elle a mal fait, je pense que là, ça ne va peut-être pas passer. Tout d'abord, il faut connaître la personne avec qui on est. C'est la base. Tu connais la personne avec qui tu es. Tu sais quel ton utiliser par rapport aux reproches que tu veux faire. Tu crées des conditions pour que le message puisse bien passer. Par exemple, quelqu'un que tu rencontres dans la rue, avec qui tu veux parler, si cette personne-là est pressée, je pense que le message, l'échange n'aura pas d'issue. Donc, il faut créer des conditions, comme Emilienne l'a dit, que ce soit à la plage, que ce soit dans un coin, que ce soit dans le caillou. Voilà, le lieu où vous vous sentez le plus à l'aise possible, le plus détendu possible. Vous pouvez discuter des sujets de conflit pour que cela puisse vraiment vous aider à trouver des terrains d'entente, des terrains de solution s'il y a lieu. C'est très important aussi. Et ce qui est aussi intéressant, surtout lorsqu'on revient avec nos parents, et vous l'avez dit, le temps aussi. Parce que des fois, ils nous font des reproches et ils ont totalement raison, on a fauté. Mais le temps, peut-être les bâtons, les coups de poing qui s'en suivent, font que l'enfant ne garde en tête que la maltraitance dont il a été victime. Il oublie même qu'il aurait peut-être commis une erreur, qu'il aurait mis en rogne ses parents. C'est pour cela qu'ils ont réagi ici. Et lorsqu'on revient également sur les parents, comment les parents doivent montrer de l'affection à leur enfant lorsqu'ils échouent un examen? Parce que d'un autre côté, ils voient l'année scolaire qui est perdue. D'un autre côté, ils voient également leur enfant qui est obligé de reprendre toute une année. Mais comme vous l'avez dit, il faut qu'ils continuent par donner des paroles valorisantes à leur enfant. Comment cela peut se faire? C'est compliqué. C'est compliqué, vraiment. C'est compliqué. Mais bon, ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que une fois que l'enfant échoue, lui-même il sait qu'il est en tort. Il se sent peut-être très coupable par rapport à ça. Si le parent connaît bien son enfant, il saura quoi lui dire. Peut-être qu'il y a certains enfants qui échouent et qui sont très fiers en rentrant. C'est-à-dire, l'enfant rentre avec l'air insouciant. Là, le parent aura raison de le gronder. Mais un enfant qui échoue et qui rentre avec l'air d'un chien battu, c'est sûr que lui aussi, il ne s'attendait pas à ce résultat-là par rapport aux efforts fournis de son côté à lui-même et du côté des parents par rapport aux investissements, par rapport aux efforts fournis pour que l'enfant puisse être dans de bonnes conditions pour apprendre. Donc, le parent, par rapport à la situation qui se présente à lui, peut savoir comment gérer ou bien comment réagir par rapport à l'enfant. Si l'enfant est déjà triste et tu lui ajoutes encore de la tristesse, je ne pense pas que ce soit vraiment adapté. Du coup, mais si l'enfant est bien, en tout cas, si l'enfant échoue, voilà, si l'enfant échoue et revient avec l'air joyeux, je pense qu'il y a un souci. Il faut peut-être l'approcher, il faut peut-être lui poser des questions, échanger avec lui pour voir ce qu'il y a lieu de corriger avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important. Alors, Emilienne, maman de la gestion des foyers, on va encore revenir sur le fait de montrer de l'affection à une personne qui t'aurait profondément blessé. Là, on parle beaucoup plus des relations amoureuses, qui t'aurait profondément blessé en termes d'infidélité, en termes de trahison. Est-ce qu'on va encore mettre au statut? Je vois qui a la plage pour aller discuter cette personne-là avec une noix de coco. Non, tu vois que ça, carrément, c'est pas possible. Mais je pense que dans
dans l'éducation que nous recevons, il y a toujours ce que nos parents nous disent à un moment donné, il faut se calmer. Par exemple, lorsqu'on dit souvent un homme reste un homme, même si tu le quittes, celui que tu vas trouver va te tromper. Une femme reste une femme. Même Ça si dit tu que la quittes, celle que tu tu trouveras vas va te tromper. tromper, voilà. Donc, ça dit que il faudrait vraiment qu'il y ait des prérequis. C'est-à-dire que tu saches que cette femme-là ou cet homme-là, au fait, malgré l'infidélité, s'il a reconnu par exemple, et vous essayez de discuter, et qu'il reconnaît son tort, il s'excuse, c'est vrai, c'est difficile de pardonner. C'est difficile. Et je pense que si nos parents ne pardonnaient pas, ils n'allaient pas, ils n'allaient pas être toujours ensemble. On allait toujours avoir des maisons brisées, tout ça là. Donc, il est très important de communiquer quand même il y a infidélité et tout. Savoir qu'est-ce qui t'a conduit vers l'infidélité. Il va toujours avoir une cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce moment où tu as décidé d'aller voir ailleurs? En essayant de trouver, peut-être que l'homme, il trouve que toi, la femme, tu ne t'habilles pas sexy, tu t'habilles trop en grande dame. Il y a certains hommes, ils se disent que en étant marié, comment je t'ai vu, tu étais toute sexy, tout en pantalon tout le temps. Quand on se marie, je vais toujours te voir comme ça. Tandis que peut-être la femme, elle a eu l'éducation selon laquelle quand tu es dans une relation, ce n'est plus relation amoureuse, copain, copine, c'est mariage. Il est très important de t'habiller décemment, il faut t'habiller en pagne, tout le temps en pagne. Oh l'homme, ton homme dit non, je veux te voir plutôt en pantalon et tout. Tu refuses, tu t'entêtes à dire que tu veux te mettre en pagne. L'homme, il ira toujours voir les femmes qui sont en pantalon. Donc, et tu n'auras à blâmer personne. Donc, en communiquant entre vous, en essayant de voir c'est quoi le problème, pourquoi tu allais voir ailleurs, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé à l'instant là qui a fait que tu allais voir ailleurs, le partenaire qui a un tort va essayer de se corriger. Même si tout à l'heure, on se dit, je ne te pardonne pas. Tant qu'il y a l'amour à un moment donné, la personne, elle est dedans, elle se dit, non, je lâche prise pour cette fois. On va encore essayer pour voir. Donc, à ce moment-là, voilà. À ce moment-là, c'est la communication seule qui peut vous sauver, dans le sens où vous allez vraiment comprendre c'est quoi le problème au moment où l'infidélité s'est produite, c'est quoi le problème. Et en trouvant la solution, en trouvant le problème, vous allez trouver la solution parce que chacun repartira avec une leçon apprise de la situation. Que ce soit celui qui est en tort, celui qui n'est pas en tort, vous partirez chacun avec une leçon apprise. Ça va vous permettre pour les prochaines fois de prévenir cela. La prochaine fois, lorsque tu sentiras que non, ce truc-là peut me conduire à l'infidélité, tu diras en même temps, tu sais, ce que tu présentes là, c'est un facteur à risque pour une infidélité, hein. Donc déjà, il y a facteur de risque dedans. Il y a facteur de risque. Donc, c'est un peu ça, il faut vraiment communiquer. C'est pas facile, mais je pense que nos parents arrivent à le surmonter. Et nous, c'est la génération actuelle, nous pouvons le faire. Ah, mais il faut quand même savoir quand il faut partir aussi. Oui, voilà, il faut, voilà, peut-être subir une infidélité, mais si la personne ne se ressaisit pas, c'est pas pour autant que la personne, peut-être, il est infidèle, il te bastonne, et tu restes là-bas, tu dis, je suis là pour mes enfants, mais pour tes enfants, jusqu'à quand? Voilà, il faut savoir partir aussi, il faut savoir mettre une barrière, il faut savoir dire non quand il est temps de dire non et partir en fait. Partir très très rapidement. Très rapidement. C'est important. Alors Jean-Marie, ne serait-ce pas la pique pour moi quel est votre avis sur la question? Lorsqu'on revient dans un couple, comment il faut réagir lorsque peut-être l'acte que la personne a posé, c'est vraiment horrible. Là, on parle en termes de trahison, on parle en termes de manque de respect également. Manque de respect public, manque de respect à tes parents, manque de respect peut-être à des personnes qui te sont chères. Comment arriver toujours à montrer de l'affection à l'autre dans ces genres de situations? Je riais un peu quand Emile parlait parce que c'est vraiment compliqué. Hein. C'est peut-être facile quand vous n'êtes pas ensemble, quand vous êtes à distance. Mais vivre avec, entre griffes, quelqu'un que tu prends le jour-là comme ton ennemi, et c'est vraiment compliqué. Puisque c'est vrai que tu es fâché contre la personne, mais la personne a fait quelque chose que tu n'apprécies pas. Mais tu es obligé de partager le toit avec cette personne-là. C'est compliqué, c'est difficile. Surtout si cette personne-là a fait quelque chose
envers ta famille, comme elle le disait, envers tes proches et autres là. C'est vraiment difficile. Et il n'y a pas de formule toute faite par rapport à cet état de choses. Ce que je vais dire, c'est que chacun doit se connaître. Si par exemple je sais que quand on m'énerve, quand je suis vraiment énervé, je crie, je peux me connaître, je peux essayer de changer cet aspect-là en travaillant sur moi-même. C'est-à-dire, je prends des dispositions pour peut-être sortir quand je suis énervé. Si par exemple, je sais que quand on me trompe, je bats. C'est un exemple que je donne. Je peux prendre des dispositions pour, quand je serai trompé, me mettre en retrait le temps que les choses ne se cassent un peu. Voilà, donc il faut que chacun se connaisse par rapport à ses défauts, par rapport à ses faiblesses, et que chacun puisse travailler là-dessus. C'est vrai qu'on ne souhaite pas, quand on est en couple ou bien quand on est entre copains, copines, être trompé. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Comme Mylène l'a dit, il y a nos parents qui disent que les hommes sont comme ça, les hommes, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Même si tu le quittes, tu vas aller tomber sur peut-être pire que lui, etc., etc. Mais ce ne sont pas des faits sur lesquels on va se baser pour favoriser ou bien pour prôner l'infidélité. Du coup, il faut que chacun puisse se connaître. Et comme elle a si bien dit, il faut chercher à savoir pourquoi cela est arrivé. Si vous avez la base, vous pourrez essayer de pallier à cela et le phénomène ne se reproduira plus. C'est très très important. Est-ce que là, ça me remet donc à cette question, est-ce qu'on doit montrer l'affection à tout temps? Ou est-ce qu'il faut peut-être montrer aujourd'hui, au moins des jours après, ou ça doit être un phénomène constant? Je pense que c'est difficile parce qu'on se lève chaque matin avec son humeur. Chaque matin avec son humeur. Donc, c'est difficile de dire que nous allons tout le temps montrer de l'affection. En tout cas, même si c'est possible, je pense que c'est difficile. Parce que je peux me réveiller un matin, je n'ai envie de parler à personne, je n'ai envie de voir personne. Je n'ai pas envie, je n'ai envie de rien en fait. Tout ce dont j'ai envie quand je me réveille ce matin, c'est de rester dans mon coin en fait. Donc au moment là, si mon partenaire me connaît, il sait que non, actuellement, celle-ci, elle a besoin de temps pour elle. Et puis elle prend son temps, ta partenaire prend son temps, elle prend le temps de revenir à elle-même et l'affection va revenir automatiquement. Des fois, il ne faut pas forcer au fait. Quand ça ne vient pas, l'affection, c'est un truc qui vient naturellement. C'est un truc où on doit être à l'aise quand on le partage, que ce soit entre amis, entre partenaires, en famille. Ça doit être un truc qui vient de soi, en fait. Ça ne doit pas être un truc forcé ou un truc où on te met un sur la tête pour que tu puisses... Non, non. L'affection, c'est un truc qui vient de soi. Donc, je pense que c'est un peu difficile de dire qu'il y a un jour, on pourra dire que tout le temps, c'est possible de montrer de l'affection. Il y aura toujours des moments où il y aura des hauts et des bas. Il y aura toujours un moment où la personne ou ton partenaire, ta famille, n'est pas vraiment dans le mood, comme on le dit, de te parler bien, même si on le conseille la plupart du temps, de faire de sorte que de tout le temps avoir la parole basse, par exemple, pour ne pas hausser le ton tout le temps, même si tu es en colère par rapport à quelque chose qui s'est passé, de ne pas forcément mettre cette colère-là dans toute autre chose, c'est vrai, mais il est difficile quand même de faire la part des choses à certains moments lorsqu'on est au bout de sa vie. Si ça arrive, il y a certaines qui sont vraiment au bout de leur vie et qui vaut mieux ne pas les approcher. Donne-leur le temps de se retrouver et à la fin, vous allez retrouver la personne, votre partenaire que vous connaissez, votre famille, votre papa et tout. Donc c'est un peu ça. C'est vrai. Alors on va donc revenir sur la question centrale même de la vidéo à Mise. C'était beaucoup plus par rapport au premier baiser. Comment savoir peut-être lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, comment savoir qu'il est donc peut-être temps pour franchir la barre, aller donc peut-être au premier baiser, à la première relation sexuelle, à ci ou à ça. Merci beaucoup. Et je pense que si je suis dans une relation avec quelqu'un, n'oublions pas que le premier baiser conduit la relation vers un aspect romantique. Donc il faut peut-être discuter avec l'autre, se mettre d'accord sur les bases, sur les limites et sur ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, je suis avec quelqu'un, il faut qu'on puisse savoir ce pourquoi nous sommes ensemble, quels sont nos objectifs. Est-ce que nous sommes des amis? Est-ce que nous voulons faire évoluer la relation vers l'aspect romantique?
qu'est-ce que nous sommes en train de faire, quels seraient les objectifs, etc. Il faut penser, discuter de tous ces sujets-là avant de se lancer. N'oublions surtout pas qu'il faut soi-même se sentir prêt, se sentir à l'aise avec la relation, se sentir prêt à franchir le pas, à franchir le cap là, pour pouvoir aller dans une autre dimension. C'est pour le premier baiser. Et pour les relations sexuelles, est-ce que je suis prêt à endosser les responsabilités qui peuvent découler si jamais quelque chose arrivait? Est-ce que j'ai les aptitudes nécessaires pour pouvoir avoir, par exemple, pour pouvoir être parent si une grossesse découlait de ces relations sexuelles-là? Donc, il faut se poser toutes les questions possibles et il faut, avec l'autre personne, avoir son consentement. C'est vraiment important. On se dit souvent, ou bien il y a de ces rumeurs-là qui disent que quand la fille ne dit pas non, parce qu'elle a dit oui, ou bien c'est un oui implicite. Donc, il faut avoir le consentement de l'autre, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, il faut avoir son consentement, que ce soit pour le baiser ou que ce soit pour les relations sexuelles. Du coup, il faut se sentir prêt. Est-ce que je suis prêt à aller à l'acte avec la personne avec laquelle je suis? Ou bien est-ce que c'est juste, je le fais pourquoi? C'est pour lui montrer que je ne veux pas le perdre. Donc il faut se fixer les objectifs et en fonction de cela, savoir quoi faire. Un rapport sexuel, une relation sexuelle ne se fait pas pour prouver à l'autre, mais pour garder l'autre. Ça se fait parce qu'on se sent prêt, ça se fait parce qu'on est à l'aise avec l'autre, parce qu'on veut lui montrer de l'affection, pas pour le garder. Donc il faut savoir ce pourquoi on le fait. Et si on est prêt pour le faire, surtout avoir le consentement de l'autre. C'est très important. Alors, Emilienne, d'autres choses à dire par rapport à ça? Quand et où peut-être se lancer? Et se revenir sur la question, est-ce qu'on montre vraiment son affection en milieu privé ou en milieu public? Et en même temps, sur la question des relations amoureuses, quand savoir si on est prêt vraiment pour se lancer pour le premier baiser et pour la première relation sexuelle? Je pense qu'il est très important que tu puisses connaître ton corps, connaître qui tu es et ce que tu veux. Comme M. Jean-Marie l'a dit, est-ce que tu es prêt? Si une grossesse découlait de ce rapport sexuel, est-ce que tu es prêt à assumer cette grossesse-là? Est-ce que tu es prêt à être parent? C'est la question. Que tu sois fille ou que tu sois garçon, il faut se poser la question là d'abord, avant peut-être de passer au premier acte sexuel. Et pour le premier baiser, je dirais, aujourd'hui avec l'avènement des feuilletons, en quelque sorte, tout le monde veut s'essayer. Mais c'est pas forcément, c'est pas calé que tu vas apprécier forcément ton premier baiser. Il faut vraiment que tu puisses calculer tous ces paramètres-là pour voir, suis-je prête? Comment est-ce que je vais me sentir par après et tout. Donc, il est important de se connaître et de savoir si on est prêt, de se poser beaucoup de questions avant d'entamer quoi que ce soit. C'est très important. Et par rapport aux relations, genre, dans le gros, avant de faire toute chose, il faut vraiment se poser des questions. Où allons-nous? Où sommes-nous? Comme Jean-Marie l'a dit, est-ce que la relation que j'ai avec cet homme-là, est-ce que c'est une relation, nous allons vers une relation amoureuse? Des fois, ce n'est pas défini, mais on veut se lancer parce qu'on se dit que j'ai un petit crush pour ce type-là, donc je veux me lancer pour voir. Mais peut-être que lui, au contraire, il n'a rien défini, il ne veut rien, il ne veut pas ça, c'est pas ce qu'il veut comme relation avec toi. Finalement, vu que tu t'es jeté la première et que tu t'es jeté dans un truc qui n'était pas défini, quand il finit de faire ce qu'il a envie ou ce que toi tu le permets de faire avec toi, à la fin il partira et tu n'auras pas à le blâmer parce que il ne t'a pas appelé, tu es venu de toi-même et tu as voulu quelque chose, il t'a donné ce que tu voulais. Donc il va te dire que tu n'as pas à le blâmer, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Donc il est très important avant tout acte, que ce soit en relation amoureuse, en relation avec nos amis, de réfléchir aux impacts que ça aura sur notre vie. C'est très important parce que le premier baiser, le baiser que tu donnes à quelqu'un aujourd'hui, pense en même temps. Peut-être, est-ce que cette personne-là, suis-je destinée, ou bien suis-je faite, ou bien est-ce que je veux continuer avec cette personne-là jusqu'à aller, ou bien le premier rapport sexuel? Est-ce que tu le fais pour être avec lui, ou tu le fais
pour qu'à la fin, ça s'arrête. Moi, j'ai connu des filles qui m'ont dit, qui étaient dans des relations où ça n'allait pas complètement, le garçon les traitait comme du déchet, tout. Pourquoi tu ne quittes pas dans la relation? Elle dit, parce qu'il m'a déviergé. Parce qu'il t'a déviergé, tu n'as pas encore d'enfant, tu te permets de rester dans la relation, de persister. Avec quelqu'un où tu dors, il ne te demande même pas comment tu vas, comment tu ne vas pas, il s'en fout de toi. Et c'est là que les parents disent, tu t'es donné cadeau à la personne. Donc il faut vraiment se poser plein de questions par rapport aux actes que nous voulons poser à chaque moment dans nos relations avec nos partenaires. Quand nous sommes avec eux, où voulons-nous aller? C'est très important, se fixer des objectifs de ce qu'on veut et je pense que ça va résoudre plein de problèmes que nous avons. Alors Jean-Marie, lorsqu'on se met dans une relation amoureuse avec quelqu'un, est-ce qu'on est forcément obligé d'embrasser cette personne ou d'avoir des relations sexuelles avec cette personne? Parce qu'on a un peu l'impression que dans la conception des jeunes actuellement, lorsque tu es avec une personne, c'est que tu dois forcément avoir une intimité envers cette personne. Ouais. Merci beaucoup. Mais avant de répondre, je vais aborder un autre aspect de la question de Emilienne. Il y a certaines personnes qui aiment montrer leur affection en public. Tandis qu'il y a d'autres qui aiment garder ce côté-là vraiment intime, vraiment caché. Du coup, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'échanger avec son partenaire pour voir ce qui lui sied le plus. Si mon partenaire aime être embrassé ou bien aime qu'on lui montre de l'affection en public, je serai obligé de m'adapter à son choix. Si la personne avec qui je suis aime qu'on lui montre de l'affection en intimité, en privé, je serai également obligé. Donc il n'y a pas de formule, il n'y a pas de forme toute faite. À vous de discuter avec la personne avec qui vous êtes pour pouvoir choisir le format qui vous est le plus adapté. Maintenant, la question c'est... Est-ce qu'il doit forcément avoir une intimité Si je suis avec quelqu'un et je veux lui montrer de l'affection, ce n'est pas forcément physique. Je peux lui laisser des mots doux. Je pense que avec WhatsApp, on peut lui envoyer des cœurs, on peut lui envoyer des textos, on peut lui envoyer des poèmes, on peut lui envoyer plein de choses sur WhatsApp par exemple. On peut également lui tenir la main. On peut également se promener, faire des choses qui nous intéressent avec cette personne-là. On peut visiter des endroits qui nous passionnent avec cette personne-là. Donc le fait de montrer de l'affection à l'autre ne se résume pas forcément à l'aspect physique, à l'aspect relations sexuelles, à l'aspect baiser, autre là. On peut faire plusieurs autres choses avec la personne avec qui on a des sentiments. Pourquoi on a l'impression que c'est trop calqué dans la mentalité des jeunes lorsqu'ils se mettent avec quelqu'un? Je dois l'embrasser, je dois avoir des relations sexuelles avec cette personne. Autrement dit, ils te disent alors quelle est la différence entre toi et mon ami? Mon ami, voilà. C'est une rumeur qui court au sein de la jeunesse, puisque je suis toujours jeune. C'est une rumeur qui court au sein de la jeunesse que quand tu n'as pas d'attache romantique avec quelqu'un, c'est comme ton ami. C'est vrai, c'est peut-être une idée fausse, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est si vous deux, vous avez discuté de la chose, vous êtes convenus que vous êtes ensemble, je ne pense pas que la pression des pairs ou bien la pression sociale peut vous influencer. L'essentiel, c'est de définir vos bases, c'est de définir les limites et c'est de savoir où vous allez. Si vous avez toutes ces conditions-là réunies, je pense que vous pouvez avoir une relation saine sans pour autant penser que le sexe ou les effets liés au baiser, autres, les contours physiques, vous n'êtes pas ensemble. C'est vrai que avec les jeunes, les pères les influencent beaucoup. On va se dire que comme tu n'as pas eu de relation sexuelle avec cette fille, c'est comme tu es son ami, c'est comme elle te trompe. Il y a de ces idées-là, qui sont des idées qui circulent au sein de la jeunesse. Mais bon, ce qui est important, c'est de discuter franchement, sincèrement et réellement avec la personne avec qui on est et de se poser les questions franches telles qu'on les conçoit dans notre tête pour pouvoir avoir une compréhension commune de la chose et savoir où on va. C'est très intéressant. C'était vraiment une émission très très intéressante. On a vraiment dit des choses très intéressantes avec Emilienne. Alors, qu'est-ce que tu auras à nous dire comme mot de fin? Comme mot de fin, je dirais, il faut discuter, communiquer et lorsque ça ne vous va pas, quitter.
D'accord. Merci beaucoup, Émilie. Jean-Marie. Oui, je vais plus me baser sur l'aspect de la discussion. Puisque la plus grande, ou bien le plus grand conflit peut avoir un dénouement. Donc l'essentiel, c'est de discuter, c'est d'échanger et c'est de savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend de l'autre et en fonction de ça, faire des choix. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup Jean-Marie, merci beaucoup Émilienne et merci chers téléspectateurs. Nous avons passé vraiment de très bons moments à parler de l'affection qu'il faut montrer, que ce soit dans nos relations parents-enfants, relations amicales, relations amoureuses. Le plus important, c'est de démontrer de l'amour, de démontrer du respect dans nos propos, dans nos actes et surtout de penser au bien que l'on peut prouver à l'autre. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à montrer de l'affection à vos enfants, à vos parents, à vos amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.